Bonsoir à tous. Premièrement, je tenais à vous dire que je suis à peu près aussi ravi que surpris d'être ici. Surpris parce qu'il y a 3 ans de cela, je venais d'obtenir un master en droit public et c'est plutôt devant des avocats, des juristes que je me destinais à parler. Oui, mais voilà, à cette époque, il y a eu comme un hic. Il y avait un hic parce que autour de moi, dans l'amphithéâtre de la faculté de droit d'Angers, il y avait des gens qui consommaient de la presse, mais de la presse spécialisée, des revues juridiques, de droit administratif, de marché public, qui consultaient des codes civils, des codes pénals, alors que moi, mon truc, depuis petit, c'était plutôt France Football, comme Alex l'a dit, et l'équipe. C'était des lectures qui m'animaient et qui m'ont peu ou prou toujours animé. Voilà, donc c'est là qu'un premier déclic a opéré. Un déclic parce que je me suis dit que j'avais autour de moi des gens qui étudiaient ce qui les passionnait depuis petit et en définitive qu'ils allaient probablement exceller davantage que moi dans ces matières-là. Il me restait alors à trouver un moyen de raccrocher le fil de ma passion et c'est ce que j'ai tenté de faire. Et paradoxalement, et vous allez comprendre pourquoi je vous ai raconté tout ça, c'est ce background, ce passé qui m'a permis de le faire. Ça m'a permis de le faire parce que les rédactions que j'ai démarchées à ce moment-là recherchaient de l'originalité, un pas de côté, et je vais vous parler du premier article que j'ai rédigé et qui a plutôt bien marché, et je crois que vous allez comprendre. Je vais essayer de ne pas vous perdre en route, je vais essayer de faire assez simple et pédagogique. En droit, alors là vous pensez que je reviens au droit, donc je suis peut-être un petit peu en train de vous perdre, mais vous allez comprendre. En droit, il existe deux types d'obligations, une obligation de résultat et une obligation de moyens. L'obligation de résultat, pour faire très simple, c'est l'obligation qui existe lorsque vous passez un contrat avec un conducteur, par exemple. Vous allez lui demander de vous amener d'un point A à un point B. Une fois qu'il aura atteint ce point B, son obligation sera remplie, son contrat aura été assuré, qu'importe la manière dont il vous aura transporté. L'obligation de moyens, c'est un petit peu différent. Là encore, si on prend l'exemple d'un conducteur, il va chercher à vous emmener d'un point A à un point B, mais il ne sera tenu et obligé que de mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre le point B. Si pour X raison il y a des chutes de neige ou du verglas comme ce matin en Vendée, il ne sera pas jugé responsable s'il ne vous amène pas au point B. Bref, là, vous essayez de comprendre le lien avec mon activité aujourd'hui de journaliste sportif et vous avez du mal à faire le lien. La vérité, c'est qu'il y en a un, parce qu'en fait, je me suis demandé par quel type d'obligation les entraîneurs, les managers de foot étaient tenus. Et là, je me suis rendu compte qu'on pouvait les classer en deux catégories. Les entraîneurs qui ne veulent être jugés que par les trophées qu'ils amassent, les victoires qu'ils accumulent. Et là, on peut penser à notre sélectionneur national. Certains aiment mal critiquer, considérer que la qualité du jeu n'est pas toujours au rendez-vous, mais force est de constater que ça marche, qu'on gagne et qu'on accumule des trophées. En face, il y a une deuxième catégorie d'entraîneurs, et ce sont les entraîneurs qui ne veulent être jugés que par le contenu qui est proposé par leur équipe. Évidemment, comme tout footeux, ils cherchent à gagner des matchs, à remporter des trophées, mais ils ne veulent être tenus pour responsables que par ce qu'ils offrent au public. Donc vous payez votre ticket et vous avez envie de voir du beau jeu. Et ceux-là se sont construits un petit peu en opposition à la première catégorie de managers qui se sent tenus par une obligation de résultat pure et simple. Voilà, pour vous expliquer comment on peut se servir de son passé en tant qu'individu, en tant qu'étudiant, pour ensuite sortir des sujets qui vont potentiellement attirer la curiosité de nos décideurs, de nos rédacteurs en chef, et donc des lecteurs. Euh, et tout ça pour dire que sans ce background, sans ce passé, sans tout ce que j'avais étudié jusque-là, et mon passé de footeux qu'Alex a brièvement évoqué, je n'aurais probablement jamais eu l'idée de ce sujet, et je n'aurais probablement jamais osé toquer à la porte de l'équipe ou de France Football, et c'est probablement pas pour eux que je serais en train d'écrire des articles. Donc comme je vous le disais, ces parcours, ce qu'on a expérimenté depuis le début de nos activités différentes, tous les intervenants qui sont là, font un petit peu les personnalités que nous sommes, et pour ce qui me concerne, influencent la manière dont on choisit nos sujets et la manière dont on traite les sujets que l'on choisit. Ensuite, pour en revenir un petit peu au thème d'aujourd'hui, et on l'a rappelé en début de Vendée Talk, évidemment qu'il y a des principes intangibles, des fondamentaux, et là, c'est tout ce qui concerne la déontologie. Je vais essayer de faire très simple, mais il y a la manière dont on appelle les gens, dont on les confronte, il y a des fondamentaux à respecter. Si vous appelez telle ou telle personne, vous allez être obligé de donner la parole
à une autre personne. Si demain je rédige un article sur une thématique juridique, je vais devoir respecter certains fondamentaux du droit de la presse, ce genre de choses. Mais encore une fois, malgré tout ça, malgré ces impératifs, ces principes intangibles, on peut y mettre une petite dose de sa personnalité, et c'est ce que j'essaye personnellement de faire. Et là, je vais prendre 3 exemples très concrets. Je vous ai parlé un petit peu des sources tout à l'heure. Typiquement, si vous avez une approche purement rationnelle du métier, que vous sortez d'une école, vous allez avoir tendance à appeler des sources institutionnelles. Demain, si j'écris un sujet politique, je vais être tenté d'appeler tel ou tel responsable politique, tel ou tel élu, mais je vais probablement pas aller beaucoup plus loin. Si je rédige un article sur le sport et le foot en particulier, je vais avoir tendance à appeler un dirigeant de club, un entraîneur, bref, des sources officielles. Alors que si je suis profondément passionné et que ce métier m'anime, j'ai développé tout un réseau en amont qui va me permettre d'avoir des discussions informelles, d'aller boire des cafés avec des gens, d'appeler, d'obtenir telle ou telle information, et donc, in fine, d'informer différemment le lecteur et de manière plus qualitative. On peut prendre l'exemple de l'interview. L'interview, c'est un petit peu la même chose. Si je respecte certains fondamentaux, certains carcans, je vais faire un question-réponse avec tel ou tel joueur de foot. Et probablement qu'on va tomber dans certains clichés et que ce qu'il va en ressortir, c'est que les footeux ne sont pas toujours très bavards ou pas toujours très pertinents. Alors que si je réalise un pas de côté et que je propose une expérience différente au footeux que je vais interroger, il va probablement me donner un petit peu plus de substance. Loin de moi l'idée de frimer, mais prenons l'exemple de Kevin De Bruyne, le meneur de la Belgique et actuellement l'un des 3 meilleurs joueurs de la planète. On me l'avait vendu comme quelqu'un de plutôt réservé. Entre nous, journalistes, on aime parler de bons ou de mauvais clients. Lui, a priori, appartenait à la seconde catégorie. Ça représentait une forme de défi de l'interroger. Et je me suis dit, tiens, justement, il faut faire ce pas de côté-là, il faut susciter sa curiosité. Et en fait, d'emblée, chez lui, je lui ai posé une question très simple, je lui ai demandé de me parler, de visualiser un but et de me le décrire. Et en fait, l'idée, c'était qu'il se projette sur le terrain, qu'il me raconte ce à quoi il pensait et son but un petit peu rêvé. Et lui, spontanément, m'a parlé d'une passe décisive plutôt que d'un but. Donc ça en disait assez long sur son approche, assez altruiste du jeu. Et on est parti là-dessus et j'avais prévu 2 trames, l'une s'il avait choisi le but, l'autre s'il avait choisi la passe. Et au final, c'est lui qui m'a forcé, entre guillemets, à parler de la passe et forcément, il était beaucoup plus à l'aise pour le faire et ça a donné un bel échange. La dernière chose, c'est le format. Et là, on en revient encore à ce que je disais tout à l'heure. On peut tous écrire des pages et des pages, les envoyer. Moi, si demain j'écris un texte brut, probablement que l'équipe et France Football vont trouver ça plutôt bien. Ça va être imprimé, il y aura quelques illustrations. Et puis, on peut de nouveau faire le pas de côté et proposer un format interactif qui mêlera de la vidéo, de l'enregistrement, une animation visuelle, quelque chose qui va être légèrement différent. Tout ça pour dire que, et je pense que c'est le cœur de mon approche, vous l'aurez un petit peu compris, et ça me concerne moi, mais ça concerne nombre de nouveaux journalistes. L'idée, c'est plutôt de réagir et d'agir grâce à notre passion plutôt que des choses que l'on a apprises et qu'on chercherait à retranscrire de manière très scolaire. Voilà, et pour coller un petit peu au thème de l'intervention de ce soir, j'ai envie de dire que le bon journaliste en 2022, c'est avant tout un journaliste qui vibre pour son métier et qui va donc avoir des choses qui vont lui traverser l'esprit du matin au soir. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en préambule, je vous ai parlé un petit peu de ce premier papier que j'avais écrit. Si vous n'êtes pas profondément animé par la matière que vous traitez, vous n'allez pas avoir ce type d'idée-là. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie d'insister sur ce point. Et je pense même, pour aller plus loin, que si j'avais pas eu ce type de raisonnement-là, je ne me serais pas retrouvé face à vous ce soir et j'aurais plutôt pris la parole devant des avocats ou des juristes. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle suite de soirée. Merci.